Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans mes 12 questions. Aujourd'hui, j'ai deux invités. À ma droite, Géraud Guéridon, ancien combattant, et à ma gauche, alors Alberto Adifedilor. C'est ça, je ne me suis pas trompé, également ancien combattant. Tout à fait. Donc j'ai deux anciens combattants. On va justement parler de guerre, mais on va parler de paix. On va parler de tous ces problèmes que peuvent rencontrer les anciens combattants. Pendant une heure, nous allons donc échanger avec nos deux invités du jour. Merci d'avoir répondu à nos invitations. Je vous en prie. Et puis, donc, ma première question, je la pose toujours, c'est la même question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une question que vous aimez que je vous pose? On verra à la fin. Si vous n'avez pas posé la question qu'on vous Alors, donc je vais commencer en m'adressant à vous, Monsieur Guéridon, vous êtes à ma droite. Qui est Géraud Guéridon? Géraud Guéridon, c'est un ancien combattant. Ça s'arrête là. Mais je veux croire qu'avant, il y a eu un papa, une maman, des frères, des sœurs, une famille? Oui, j'ai une famille, une ex-famille en Martinique. Pourquoi vous dites une ex-famille? Parce que ma famille m'a renié. C'est bien triste. Par rapport à mon stress post-traumatique de la guerre. D'accord. Nous allons aller un peu plus loin tout à l'heure. Mais monsieur Adifedilor, vous aussi, vous êtes qui êtes-vous? Un jeune Martiniquais qui a eu de la génération de la conscription. Donc voilà, j'ai été appelé du contingent. Et fort était de constater que cette institution m'a interpellé. Et cet engagement, où on pourra s'étaler un peu plus tard, m'a interpellé. Vous vous êtes engagé pour faire la guerre? On ne s'engage pas pour faire la guerre, on s'engage pour défendre la paix. Mais pourtant, on vous donne un fusil? Bien sûr. Comment vous pouvez défendre une nation on ne défend pas une nation avec des cailloux. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé, parce qu'on parle d'anciens combattants. Moi, quand je voyais anciens combattants, je vois un vieillard, quelqu'un qui a le poids des ans. Et vous semblez bien jeune pour être ancien combattant. Il y a quelques longues années derrière, effectivement. Bien jeune, mais l'institution, c'est une institution qui fonctionne prioritairement avec des jeunes. On ne peut pas prendre l'aîné de 60 ans pour aller à l'autre bout du monde et avoir un rythme d'entraînement et autres aussi intense qu'il puisse être en fonction de l'entité où on sert. Monsieur Guéridon, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une carrière militaire? En fait, c'était pour l'amour de ma famille. Je vivais à Volga-Plage, en fait, et je faisais des bêtises. Donc, pour l'amour de ma mère, je suis entré à l'armée, en fait, pour faire quelque chose de bien. Quand vous êtes entré à l'armée, vous avez vu un changement tout de suite, ou bien il a fallu attendre longtemps? Depuis petit, je rêvais d'être légionnaire, en fait. Je voyais à la télé les légionnaires, comment ils étaient, et ça me plaisait. Donc, je suis entré à l'armée en espérant entrer dans la Légion. Vous n'êtes pas entré dans la Légion, alors? J'ai pas eu le temps, monsieur. D'accord. Pas par ma blessure. Et vous, monsieur Adifedilor? Écoutez, j'ai commencé en Martinique, au 33e régiment d'infanterie de marine, et à Gerbaud, voilà, anciennement. Et donc, assez rapidement, on m'a proposé de partir pour l'engagement. Vous étiez dans une compagnie de combat au départ? Tout à fait, oui. C'est dur, une compagnie de combat? On vous apprend à combattre, à être méchant, violent, c'est ça? Aucunement. Aller au-delà de ses capacités physiques et autres, parce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve sur un théâtre d'opération, il faut être en mesure d'affronter ces situations, qu'on veut le justifier, aussi violentes que ça puisse être. Il faut être, si je puis dire, armé moralement, physiquement et mentalement pour y faire face, effectivement. Vous avez connu des périodes de promotion? Vous avez été élevé à des grades supérieurs? Ou vous êtes rentré soldat, vous avez quitté soldat? C'est un choix de parcours. Il y a des opportunités qui se présentent. Pour ma part, j'ai souhaité être dans le rang, être au plus proche du soldat. Parce qu'effectivement, le jeune soldat, lorsqu'il arrive, effectivement, il lui faut des repères. Donc des gens ayant une certaine expérience déjà pour les guider, et je pense que c'est des choix. Quelles étaient vos responsabilités, vos rôles respectifs? Moi, je suis entré en compagnie de combat, et après, en compagnie de combat, c'est pour faire le combat.
Ouais. Et comme disait mon frère d'armes, à l'armée, on ne nous apprend pas à tuer, on nous apprend à nous défendre, à défendre les plus faibles. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé. Donc si l'ennemi est violent en face, on ne va pas lui offrir des fleurs. Vous êtes allés tous les deux sur le théâtre d'opérations extérieures? Pas du tout. Disons sur le même, mais pas au même moment, peut-être au même moment, on ne sait pas. Oui, c'est ça, mais Voilà. vous êtes tous les deux allés sur, Oui, tout à fait. en Yougoslavie, vous, Kosovo, Ex-Yougoslavie. Kosovo aussi. Oui. Vous êtes allés également en Afrique? Voilà, tout à fait. Côte Une fois au d'Ivoire. Kosovo et une fois en Afrique. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous retenez de ces périodes de votre vie? Mais comme je vous ai dit, en 95, j'étais déjà pour moi mort. Parce que j'étais blessé à la tête, j'ai reçu une caisse de munitions à la tête et je suis retombé sur le dos. Donc, et depuis ce jour-là, j'avais des pertes de mémoire amnésie partielle, tous les jours. En 95, je ne me rappelais pas de la Martinique, ni de ma mère, par courrier seulement. Et je ne me rappelais que de l'armée parce que j'étais dans l'action en fait. Voilà. C'est triste quand vous racontez comme ça, c'est douloureux. Vous avez eu une aide, vous êtes soutenu, vous êtes... Non, pas du tout. J'ai fait 11 ans d'armée en fait et j'ai caché aussi que je perdais la mémoire, que j'étais perte de mémoire amnésique parce que je voulais m'engager. Je suis entré en tant qu'appelé et je voulais m'engager. Donc je n'ai rien dit et j'en ai parlé quand j'étais engagé à un sergent et un capitaine. Ils m'ont dit que la mémoire reviendrait. C'est le choc émotionnel, pardon. Mais c'est jamais revenu. 26 ans après, c'est revenu. J'ai une femme, une fille. D'accord. Vous leur racontez? Non, j'ai tout caché. Et même aujourd'hui? Vous continuez? Parce que là, ils vont voir à la télé, ils vont entendre. Ils sont en France. Vous pensez que ça n'arrive pas en France avec Internet? Ils vont entendre, ça va vous faire quelque chose? Si un jour votre fille vous demande des précisions? J'ai dit votre enfant, vous m'avez dit votre enfant. Mais j'ai une fille, tout à fait. Ben, je dis à ma fille que sur terre, tu es au paradis, moi je suis en enfer. Donc je reste en enfer, je te laisse au paradis, sur mes mots. D'accord. Vous vivez la même situation? Alors, j'ai aussi cette blessure, hein, mais ça fait pas mal d'années que j'ai été suivi, effectivement, voilà, avant que je quitte l'institution. Hein. Vous avez fait combien de temps à l'armée? 26 ans. D'accord. C'est une longue carrière, ça, 26 ans, non? C'est une carrière normale? C'est un choix. Oui, mais j'ai dit qu'il y a plus court des fois. Voilà. Il y a des gens. Très clairement, ce sont pour les militaires du rang, hein, je l'entends bien, ce sont des contrats successifs de 5 ans. Voilà. Donc après, vous faites le choix et malheureusement, ben, si vous êtes atteint par cette blessure-là, ça peut être compliqué de continuer, effectivement. Vous êtes retourné 2 fois au Kosovo. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un changement entre vos 2 périodes? Non, monsieur. C'est la même chose? Oui, monsieur. Ça veut dire quoi? C'était la guerre, c'était... La guerre, des morts. Et voilà. Et espérer retourner en vie. Ça fait quoi? Racontez-nous un peu. Quand on vous dit vous irez faire telle guerre avec telle personne. Mais je parle en mon nom. Je ne parle en nom des autres soldats parce que je ne suis pas dans leur esprit. C'est sûr. Mais moi, quand on me dit que je pars à la guerre, ben, pour moi, c'est sans retour dans ma tête. Vous dites que vous allez mourir. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous êtes armé, vous savez que vous aurez des frères d'armes qui pourront vous défendre. Oui. Et vous pensez déjà à la mort? Oui, mourir avant eux, justement. Je veux mourir moi et pas eux. Je veux que mes frères d'armes ne meurent pas. Je veux être leur gilet pare-balles, en fait, de face et de dos. C'est noble, ça. Si vous permettez, je vais rebondir dessus. Lorsqu'on parle d'engagement, c'est vrai que la majeure partie des gens ont cette tendance à regarder ça avec une certaine légèreté. Un engagement, c'est être conscient et prêt à donner sa vie pour nos compatriotes. J'entends bien par là, il n'y a aucun aspect politique à cela, nous sommes bien au-dessus de cela. Par amour pour chacun de nos compatriotes, nous sommes prêts à donner notre vie. Certes, mon frère d'armes avait cette réflexion. La mienne, c'est on va remplir la mission. Les risques sont consentis dès le départ. Ça peut paraître énorme, c'est un choix. Effectivement, et tous les risques que ça comporte. C'est
sûr, mais vous savez, quand je pense toujours aux militaires, aujourd'hui c'est totalement différent. Vous êtes en train de tout chambouler chez moi parce que vous êtes présent. Ouais. Je vois des regards, je vois des douleurs, je vois plein de choses dans vos regards. Hein. Mais quand moi je pensais avant un militaire, je dis bon, ben, il a payé pour, hein, c'est pour faire la guerre, on lui a donné un fusil, il a qu'à se débrouiller. Mais c'est pas du tout ça. Il a fait un choix de partir servir la patrie. Malheureusement, les gens ont encore cette tendance à mélanger, pas mélanger, mais avoir le service militaire, où c'était certes une obligation. Vous êtes passé par là. Nous sommes passés par là. Et effectivement, si vous sentez la motivation de perdurer dans cette institution avec les valeurs que cela comporte, vous vous engagez, vous faites un parcours professionnel. Monsieur Guéridon, est-ce que la guerre que vous avez connue en Côte d'Ivoire était différente de la guerre dans les Balkans? C'est toujours la guerre, non. C'est toujours des coups de feu, des morts. Comme je vous répétais, la guerre, c'est la guerre. On n'a pas de pause. Ouais. Le soir, vous ne dormez pas, vous dormez très peu? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire vous dormez... C'est de la somnolence, on va dire, quoi. C'est pas des du sommeil profond jours, comme un civil qui dort, ouais, qui pense à aller au travail demain. Pendant des jours et des jours, vous avez... Pendant des jours, des mois, c'est comme ça la guerre. On vous donne déjà des médicaments à cette époque-là? Ah non, pas du tout. Toujours à jeun à la guerre. Toujours. Jamais de drogue. Ce sont vraiment des idées reçues. Nous ne sommes pas des robots. On ne nous donne pas des produits pour pouvoir tenir outre mesure. C'est l'entraînement de base que nous avons. D'où, effectivement, vous l'avez noté tout à l'heure, toute cette rigueur, cette démarche de nous emmener physiquement et moralement au-delà de ce qu'on pense être capable de faire. Mais c'est justement pour affronter ces types de situations. Effectivement, oui, lorsque vous partez 4 ou 6 mois sur un théâtre d'opération, vous m'en excuserez, j'utiliserai un terme que mes autres frères d'armes rigoleront, mais on ne va pas enfiler des perles. Voilà. On va remplir une mission. Alors justement, on parle de mission. Quelle est la mission la plus difficile pour vous, que vous avez eu à effectuer? J'en ai tellement. Moi, je vais prendre pour lui, tous. Oui. Tous. Toutes les missions sont difficiles. Il n'y a aucune mission facile. Il n'y a aucune mission facile. Je pense que Mais il y a une qui manque plus. Il y a une plus difficile que l'autre, sans doute. L'important, c'est que la mission soit remplie dans les meilleures conditions. Lorsque vous arrivez, je vais prendre peut-être l'exemple dans les Balkans, par exemple, dans un village où il y a des exactions que je n'oserais m'exprimer dans le détail dessus, où c'est vraiment, vous voyez l'homme dans ses extrêmes, dans son aspect le plus abject, mais lorsque vous partez au bout de ces quelques mois et qui sont encore là, très clairement, qui sont encore là, qui sont encore vivants. Ces enfants que lorsque vous êtes arrivés, qui avaient des regards perdus et autres, mais lorsque vous arrivez à ce qu'on appelle la relève, et qui vous esquisse ne serait-ce qu'un sourire, mais c'est une guerre gagnante quelque part. Bien que vous sachiez que ça va continuer. Mais au moins, voilà, vous avez au moins cette satisfaction. Avez-vous été confronté à des missions où vos décisions impactaient directement la vie de vos frères d'armes, des autres personnes avec vous, engagées, quoi? Vous avez utilisé ce terme qu'on utilise depuis tout à l'heure, frères d'armes. Lorsqu'on utilise ce terme, c'est bien plus fort que le lien familial, je dirais. Parce qu'on est préparé à donner sa vie pour son frère d'armes et inversement. Nous avons ce lien tacite, ce lien que j'en perds mes mots, mais c'est un lien indéfectible. Donc, vous voyez, après un parcours professionnel de quelques dizaines d'années, tous nos frères d'armes, on reste en lien.
Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je suis. Alors, comment gérez-vous sur le théâtre des opérations? Comment vous gérez la peur, le stress, ces choses-là? Comment ça se gère? Ben, on a l'entraînement pour déjà et le stress, j'ai pas connu. Seulement en 95, quand j'étais appelé, pour une fois, même avant de déposer le pied sur le tôle, le pied sur l'ex-Yougoslavie descendu de l'avion, j'avais le stress. Mais une fois que j'ai passé 2 jours, le stress il est parti. Voilà. J'avais plus de stress. Est-ce qu'un chef militaire, ça aide beaucoup à gérer le stress? Ah oui, un sergent, oui. J'avais un sergent. Alors, le stress est un moteur. La peur aussi. Celui très clairement, ou celle, parce qu'on oublie aussi qu'on a des femmes dans cette institution. Si vous n'avez pas de stress, si vous n'avez pas de peur, vous êtes très clairement un danger. D'accord. Expliquez-moi un peu plus. Ça n'est pas comme certains films, je n'en ferai pas de publicité, bien qu'il y ait certains, effectivement, qui relatent la réalité. Si vous n'avez pas peur, vous faites preuve d'inconscience. Donc, très clairement, vous allez mettre en danger votre équipe, votre groupe ou votre unité. Donc, la peur et le stress, on apprend à le canaliser dans les centres d'entraînement divers et variés qu'on puisse fréquenter en amont. Et je vous dis, ça ramène à réflexion. Si je vous dis, il y a des requins sur cette plage, il faut y aller, sans aucune préparation. Vous n'allez pas y aller. Ça dépend. Si je suis confiance en l'équipe qui est avec moi, je sais que je vais être défendu aussi. Donc vous voyez cet aspect, cet esprit de camaraderie fait que cette gestion, vous l'acceptez. Ouais. Parce que vous n'êtes pas seul. Et justement, comment en temps de guerre, la camaraderie, ça se vit? Est-ce qu'on a tendance à surprotéger quelqu'un qu'on aime bien ou tout le monde est logé à la même enseigne, il y a le groupe et puis point final, c'est le groupe, quoi? Tout le monde est logé à la même enseigne pour moi. Voilà, je parle à mon nom tout seul. Je reviens sur le stress et la peur. Moi, j'avais pas peur. J'avais peur que mes frères d'armes se fassent tuer. Voilà, la seule peur que j'avais. Peur pour les autres, pas pour vous. Pas pour moi, voilà. Et le stress, c'est toujours pareil, c'est pour eux, pas pour moi. D'accord. Et vous savez, des fois, je reste sans voix parce que je me demande, est-ce que vous avez eu l'occasion, par exemple, de viser et de tirer un homme? C'est quelque chose qu'on ne demande jamais à un frère d'armes. Quelque chose qu'un civil ne doit jamais poser une question à un frère d'armes. D'accord. Ça se dit pas. Oui, mais vous n'êtes pas un frère d'armes, j'ai pas fait l'armée avec vous. Non, non. Quand on demande à un frère d'armes, je parle par rapport à lui. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais un chef ne demande pas de... Non. D'accord. Un chef... C'est une décision qui se prend seule, alors? À l'instant où vous vous trouvez face à un moment critique, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous acceptez de recevoir ou que l'un de vos frères d'armes reçoive la mort à votre place ou reçoive ce danger. Donc vous prenez une décision. Vous voyez quelqu'un dans le... Et ça n'est pas insurmontable. On ne peut pas en faire une apologie. Vous voyez quelqu'un en danger, mais par automatisme, par civisme peut-être, vous allez intervenir. Autrement, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Mais là, on a ce lien fraternel et puis cet entraînement depuis pas mal d'années. Vous agissez. Et je vais rebondir sur la réponse de M. Guéridon. C'est assez maladroit de demander à un soldat est-ce qu'il a tué. Excusez-moi, je suis un peu bizarre. Non, mais vous avez raison. C'est tout simplement. On apprend tous les jours. Hein. Le travail d'un soldat, c'est de défendre une patrie. Les risques, vous les connaissez. Les films le montrent. Un maçon, vous savez, qui monte des murs, qui construit une maison. Un soldat, ça va à la guerre.
Ben, ça va à la guerre, pas juste avec je ne sais trop quoi. Il va avec des armes pour défendre une population ou des gens, peu importe la forme de la mission. Il va remplir cette mission-là, conscient. Le commercial, on lui donne à vendre des éléments, ben, il se donne les moyens de les vendre. Ben, le soldat aussi. Vous savez, mes questions, c'est pour m'amener à comprendre. Hein. Non, mais je ne suis pas sur la défensive. Je sais, mais je vous ai donc m'amener à comprendre. Et quand je vous pose une question, c'est pour avancer un peu dans le débat. Et je me suis, parce que je n'ai pas attendu de vous avoir comme invité pour me poser certaines questions. J'entends bien. Et je me suis toujours demandé si je devais aller à la guerre, et je suis donc à la guerre, hein, dans le théâtre d'opérations monstrueuses, tout ce que vous voulez, je dois tuer quelqu'un. Quelle sera ma pensée? Comment je vais réagir? Et c'est sûr que je voudrais comprendre, vous, parce que vous l'avez fait, vous l'avez vécu. Mais c'est vous qui le saurez, pas nous, on n'est pas en vous. Oui, alors c'est pour cela que je vous demande, vous, comment vous avez vécu ces moments? Est-ce que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, ou bien c'est extrêmement douloureux? Alors, je vais répondre à cela par une directive très formelle que nous avons. On ne dirige jamais une arme vers un objectif qu'on ne veut pas détruire. D'accord, oui, c'est évident. Voilà. Donc, lorsque vous vous trouvez dans cette situation-là, bien évidemment, la première fois, lorsque vous rentrez sur votre camp, ça secoue. Mais l'entourage de camaraderie fait que, parce que la mission n'est pas finie. Là, là où la difficulté arrive, c'est lorsque vous retournez, je dirais en France, au sens large, et que vous vous retrouvez seul face à ça. Ouais, je ne veux pas. Là, il y a un travail. Parce que vous savez, je trouve aussi qu'il y a une espèce d'hypocrisie de la société. Vous voyez, les pilotes d'avion, les pilotes de chasse, eh bien, ils marquent le nombre d'avions qu'ils ont abattus sur leur avion. Mais c'est sûr que ce n'est pas à chaque fois qu'ils ont abattu un avion qu'il y a un pilote mort, mais c'est souvent le cas. Et pourtant, ils se glorifient, ils se valorisent en disant « j'ai abattu 5 avions, 6 avions ». Et pour vous, ça devrait être la même chose. Vous êtes en guerre, vous avez tué tant d'ennemis, donc mais bravo. On devrait vous dire bravo aussi. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans un clivage entre l'exemple que vous avez donné, c'est le soldat au sol. Vous savez qu'il a un respect pour l'ennemi qui est en face, parce que c'est aussi un soldat qui est en face. Ou ça n'est peut-être un homme, un père de famille et autres qui défend certaines valeurs, qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, peu importe. Donc, pourquoi le dévaloriser? Certains d'entre nous, bien évidemment, le pilote d'avion, il le met sur son avion. Certains d'entre nous le tatouent sur la peau. D'accord. Après, c'est à la personne. C'est un ressenti qui devient personnel après. Parce que, évidemment, lorsque vous rentrez dans vos foyers, il n'y a plus les frères d'armes. À moins que vous ayez envie de discuter, d'échanger sur une fragilité ou sur des questions que vous pouvez avoir. Justement, en parlant de frères d'armes, donc vous êtes tous les deux frères d'armes. Vous avez d'autres frères d'armes? Oui, bien sûr. De par le monde? Oui. Quand vous parlez de quoi? Vous évitez, vous fuyez les sujets concernant la guerre, ou bien vous en parlez? On n'en parle pas. Vous en parlez pour pas. moi, personnellement, j'en parle pas, on n'en parle pas aussi. Et en général, quand on en parle, c'est pour les larmes, quoi. Ouais. Et monsieur Afid? Alors, pour ma part, lorsqu'on est amené à échanger dessus, ce sont lors des périodes anniversaires, je dirais. Ceux qui ont vécu la même mission, enfin, en unité constituée, il y a des périodes anniversaires, et ça va assez rapidement. Tu te rappelles, dans cette période, on était à tel endroit. Maintenant, derrière ça, effectivement, il y a la blessure aussi qui peut, cette blessure invisible, on échangera plus tard dessus, qui ravive un petit peu les souvenirs. Mais on ne s'évertue pas à échanger sur telle ou telle guerre, les atrocités et autres qu'on a pu vivre. D'accord. Donc,
L'infirmerie. Vous êtes allé souvent à l'infirmerie? C'est un passage obligé chaque année, oui, bien sûr. Pourquoi vous dites que c'est un passage obligé? Ben, vous avez vos visites annuelles, et puis ben, ce qu'on peut utiliser comme bobologie, oui. Oui, c'est ça, parce que moi je pensais à des bobos. Est-ce que pendant des périodes de guerre, quand on est militaire, on a souvent des bobos? Est-ce qu'on a... Ben, bien sûr, vous imaginez le poids avec vos sacs, les équipements que vous avez, vous pouvez vous faire une entorse et autres, et puis ben oui, bien sûr. À vous, je pose la même question. La guerre a transformé votre vision de l'humanité? Oui. Expliquez-moi un petit peu. Je veux te cacher, mais il n'y a pas de souci. Ça va rien changer en fait. Il y aura toujours la guerre, et ce sera pire en pire à venir. Je pensais que les guerres du passé permettaient de supprimer ou d'éviter les guerres du futur. Oui. Mais quand vous en voyez, votre guerre, vous, elle revient. Même si vous êtes hors de la guerre. Dès que vous voyez à la télé, vous regardez le journal, vous voyez des frères d'armes morts, même s'ils ne sont pas de votre régiment ou pas, automatiquement les souvenirs reviennent. Quand vous voyez le Bataclan, tout ça, ça vous donne envie de partir à la guerre. Ouais. Et vous, monsieur Adif? Excusez-moi, j'étais perdu dans ces pensées. Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? La question, c'est est-ce que ça a changé, est-ce que la guerre a changé votre vision de l'humanité? Profondément. Profondément. Vous faites comme M. Guéridon, vous pensez que c'est irrécupérable, l'humanité ne va pas aller en s'améliorant? Il faut une réelle prise de conscience. Et arrêter cette hypocrisie et ce nombrilisme, cet individualisme à outrance. Et si vous mettez bout à bout toutes ces choses que je viens juste d'énumérer, comment vous pouvez avoir une certaine stabilité? Certaine paix. Cette paix. Et est-ce qu'il y a besoin de guerre réellement? Je ferai peut-être un écart. L'éducation, je pense que c'est le socle perdu en quelque part qui emmène à toute cette sorte de décadence et qui emmène in fine à cette guerre. Regardons ne serait-ce qu'en Martinique. Une histoire d'éducation, de respect, et surtout de respect et d'amour, font que tout part à la dérive. Il n'y a plus aucun respect. Le jeune ne respecte pas son aîné. Et c'est même choquant lorsque je suis amené à vous voyer un aîné, mais qui me dit « Mais pourquoi tu me vous vois ?» C'est un respect. Cette éducation que j'ai reçue, lorsque je regarde aujourd'hui, oui, il y a une certaine dérive et je fais ce rapprochement avec ces pays en guerre où j'ai pu œuvrer. Tout part de là. Le respect de l'autre. Le respect de la personne. Donc, est-ce que oui, mon regard a changé profondément? J'étais j'ai ces fréquentations, j'ai fait des bêtises aussi. J'ai grandi avec ça, avec ces expériences à travers le monde dans les différents conflits. Mais lorsque je reviens et que je regarde un petit peu mes compatriotes, mais je me dis, mais est-ce que vous êtes conscient que vos comportements nombriliques vous emmènent directement à cela? Vous auriez un message à faire passer à cette jeunesse qui s'entretue avec des armes à feu tous les week-ends? S'ils veulent de l'action, de s'engager à l'armée, de partir à la guerre, ils auront de l'action, ils vont faire feu. Mais ils n'attendront pas que l'autre vienne par surprise, quoi. Il viendra de face et puis... voilà. Et vous? Si j'ai un message à leur passer, vous jouez à la petite violence. Vous appelez ça la petite violence? J'appelle ça de la petite violence. Très petite. Très volontairement. Ça voudrait dire qu'à la guerre, la vraie guerre, les violences sont terribles alors? Je vous l'ai dit au préalable, vous voyez l'homme sous son aspect le plus abject. Ouais. Là, vous avez
malheureusement, hein, on a cette jeunesse pour l'appât du gain ou l'envie d'avoir le bien de l'autre, ne se donne pas les moyens. Et va faire le braquet à machin parce que, oui, l'autre, il s'est donné les moyens, il s'est levé très tôt le matin pour aller travailler, subvenir aux besoins de sa famille et se faire plaisir. Mais c'est facile de l'attaquer comme cela. Pour ma part, oui, ok, je peux avoir des biens aujourd'hui, mais je sais pourquoi. J'ai transpiré. Je me suis engagé par amour pour tous. Je l'ai dit et je tiens à le répéter, je me suis engagé par amour pour tous. Donc lorsque je vois que nos jeunes, par manque d'éducation, par manque de respect, vont enlever la vie à un autre pour récupérer son bien, la chaîne en or, la moto, le machin, quel regard vous voulez que j'ai? Vous avez été en conflit avec votre famille pour votre engagement, à cause de votre engagement? Où tout le monde a apprécié, tout le monde vous a félicité? Ma famille a eu peur pendant 26 ans. Voilà. Mais c'est un choix. Quand vous dites votre famille, c'est votre femme, vos enfants, votre mère, votre père? Alors, mon ex-compagne était dans l'institution, mon grand frère a servi lors d'un théâtre d'opération, et j'en ai plein d'autres, mais ma famille au sens large, oui. Je m'adresse à vous tous les deux. Y a-t-il une rencontre, une scène, un geste qui vous a particulièrement marqué pendant vos périodes de guerre? Je vais me répéter, mais c'est que des atrocités. Hein. Que ça. Non, mais laissez-moi croire qu'il y a, dans toute cette noirceur, il y a une petite tombe de lumière. Alors, lors des missions, nous avons ce qu'on appelle une popote. Ça veut dire, c'est quoi une popote? Un foyer, un endroit où on peut se boire la binouse, qu'on peut échanger et autres. Voilà. Donc lorsque vous sortez enfin, les initiés le comprendront, une prise à partie pour que tout le monde puisse comprendre. Lorsque vous avez vécu ça, quand vous rentrez sur votre camp et que vous vous retrouvez entre frères, ben, les moments, vous savez, en quelque part, on reste des grands enfants. Ouais. C'est le moment où on lâche prise, qu'on fait peut-être même preuve d'insouciance. Voilà. Et si vous voulez un instant qui est riche, d'autant plus riche d'émotions, c'est lorsque vous arrivez sur le sol national et que vous êtes accueilli pour partie par la famille, quand c'est possible, ou ce qu'on appelle la base arrière. Voilà. C'est un soulagement, quand même. On est tous rentrés. Tant bien même qu'on ait des frères ou des sœurs qui ont été blessés ou malheureusement ils sont restés, effectivement, la première idée, c'est de prendre des nouvelles, de savoir où ils en sont ou d'aller les voir. Mais voilà, vous savez, c'est peut-être insignifiant et je pense que mon frère va me rejoindre là-dessus. Un plaisir énorme. Vous savez, quand vous rentrez chez vous, que vous avez enlacé vos enfants, que vous avez passé ce moment de retrouvailles, ben vous asseoir sur votre canapé, et je serai preuve de chauvinisme, moi c'est pas la binouse, mais prendre mon petit feu, et vous savez, systématiquement, il y a ce soupir. On l'a fait. On est revenu. Oui, on le dit, on l'a fait, quoi. L'aller-retour. Non, juste on est revenu. Pas on l'a fait, parce qu'on va le refaire. Dans quel délai, on ne sait pas. On va le refaire. Donc vous voyez, oui, il y a énormément de bons moments derrière. Comment s'opère le retour à la vie civile après des périodes de guerre? Comment ça s'opère? C'est facile? C'est comme dans les films où on voit, dès que vous entendez un bruit, vous avez l'impression qu'on vous agresse? C'est vraiment ça? Tout à fait, oui. C'est vrai? Même quand vous parlez, j'entends des tiraillements, Voilà, tout à fait, des explosions. Là, comme ça, pendant que je vous parle là, oui, vous tout à entendez fait, ça? même avant que vous veniez, tous les secondes, tous les 0 secondes si vous préférez. Je vois la mort, je vois mes frères d'armes morts.
Et est-ce que, on peut parler un peu de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants? Il y a vous avez quand même de la chance, vous avez quand même un organisme spécialement pour vous. Alors, la chance. Si vous permettez, parce que justement, je officie au sein de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Vous avez un poste particulier? Justement, la gestion de la reconversion professionnelle et le suivi des blessés de guerre. D'accord. Voilà. De la chance, on ne peut pas dire de la chance parce qu'on n'est pas en mesure de retrouver chaque soldat qui est parti dans telle période de sa vie, de son parcours. Faudrait-il pour autant qu'il y ait cette démarche, et ça se fait, par le bouche à oreille, ramener des frères d'armes pour qu'on puisse les aider dans leur parcours. Et si vous me le permettez, je vais profiter de l'antenne pour dire que la grande difficulté que nous rencontrons en Martinique, dans les Outre-mer au sens large, c'est trouver des psychologues, des psychiatres, avec les appétences face au syndrome post-traumatique. Voilà. Parce que nous avons énormément de nos frères et sœurs d'armes qui sont revenus, mais qui se terrent chez eux dans l'incompréhension familiale. Vous voyez l'impact que ça peut avoir. Parce que, je vais faire cet aparté. Le regard, c'est ancien militaire, il faut. On ne sait pas la douleur, on ne sait pas ce qui se passe, ces difficultés. Il faut voir aussi que vous n'en parlez pas beaucoup. Mais si vous... ne vous fixerez pas là-dessus, mais la première question qui vient, parce que vous avez été sur tel théâtre, c'est la famille va vous poser, tu as tué du monde? Ben ça vous ferme. Lorsque vous êtes impacté, tel mon frère d'armes, qui traîne depuis quelques années, j'ose espérer que ça s'améliore, et avec le temps, ça le fera, parce que ça a été en quelque part mon cas, ben, au lieu de le critiquer, qui s'enferme ou qui l'aille sous les bois ou qui parte dans des dérives d'alcoolisme, de drogue et autres, enfin, vous m'excuserez, ça m'impacte particulièrement. Ben justement, il y a la maison du combattant à Fort-de-France, où il y a des gens qui sont là pour eux, pour qu'ils puissent parler et les accompagner. Et tant bien même que la situation s'avère être pas jouable, enfin jouable, le suivi s'avère être très compliqué en local, il y a des structures dans l'Hexagone pour. Donc on peut entendre X critiques et autres, mais cette institution est là pour. Une fois que le soldat a quitté l'institution et qu'il a œuvré sur des théâtres d'opération, je les invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de venir nous voir pour bénéficier de la carte du combattant ou le titre de reconnaissance de la nation, dans un premier lieu, pour avoir toutes les aides qu'il aurait dû, parce que c'est un dû. Voilà. Et qui puisse être accompagné dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Guéridon, vous pensez qu'on s'occupe suffisamment de vous? Depuis que je suis arrivé en Martinique, oui. Ah, donc c'est du positif. Oui, on va dire oui. Mais depuis que... Je laisse la parole, mon frère. Vous savez, pour sa part, c'est en Martinique. Sachez pour autant que dans chaque département existe un office. Maintenant, est-ce que les gens sont... Est-ce que c'est connu? Alors justement, j'avais prévu une question pour vous. Est-ce que vous pensez que la manière dont la France... Est-ce que la France s'occupe bien de ses anciens combattants? Voilà, c'est la question. De ses combattants et des anciens combattants. Alors vous avez toutes les associations qui sont présentes dans chaque département, parce que nous avons des anciens soldats, effectivement. Mais
est-ce qu'ils sont en mesure d'aller rechercher le jeune de la 4e génération du feu qu'on appelle dans chaque commune? Est-ce qu'il est possible de le faire? Après, c'est une volonté de personne. Vous savez, j'aime à dire que les institutions sont bien faites, ce sont simplement les gens qui les arment, qui en sont les premiers freins, d'où les critiques diverses et variées. Donc, il y a un réel travail encore à faire. Il y a un réel travail à faire, bien sûr. Mais il faudrait que notre population, les familles qui ont ces frères et sœurs d'armes, qui reviennent chez eux, pour ceux qui reviennent, parce que tout n'est pas réuni pour les accompagner dans les meilleures conditions. Hein, un suivi post-traumatique, faudrait-il avoir un psychiatre? Je ferai pour vous puissiez très bien comprendre. Lorsque j'ai été muté, je suis revenu au pays, j'ai pris attache avec certains psychiatres. Le premier que j'ai été voir pour m'entretenir avec lui, sa réflexion a été de me dire, mais syndrome post-traumatique de guerre, mais il n'y a plus de guerre. Imaginez-vous dire ça à mon frère d'armes qui vient juste de rentrer, qui a vécu X théâtres d'opération, qui a cette blessure profonde qui traîne depuis pas mal d'années. Et je peux vous dire que le traîner durant pas mal d'années, la fosse, elle est profonde. Hein. Pour l'aider à remonter, il y a un certain chemin à parcourir. Vous lui sortez ça? Pour ma part, en fait, j'en veux pas au drapeau bleu, blanc, rouge. J'en veux plutôt à ceux qui... le gouvernement, en fait. Voilà. Par rapport à leur loi pour les militaires. Voilà. Je trouve qu'on n'a pas assez d'importance. Parce que moi, j'ai fait 11 ans. Comme je l'ai dit, pendant toute cette période, j'avais des pertes de mémoire amnésique, en fait. Et moi, j'ai suivi les ordres. On m'a dit de faire un compte-rendu comme quoi je partais de l'armée. J'ai suivi les ordres. Et quand j'ai écrit cette lettre, je devais avoir ma prime, on ne me l'a pas donnée. Parce que j'ai écrit cette lettre. Et ceux qui m'ont donné l'ordre d'écrire cette lettre. Et si j'avais pas écrit ce courrier, j'aurais eu ma prime. En plus des 4 guerres que j'ai fait, je peux vous dire que c'est une autre guerre pour moi. C'est une prime qui s'élève à combien à peu près? Ça n'a pas d'importance. Même si c'est 1 euro, ça aurait été un honneur. Et on ne peut pas trouver une solution? Non, je ne dis pas ça pour qu'on trouve une solution. Non, mais ce serait bien quand même qu'on trouve une solution. Vous êtes un ancien combattant, vous avez donné pour la nation. Là, je me bats pour les nouveaux combattants. C'est pour eux que je dis ça, en fait, de bien réfléchir avant d'agir. Si vous vous engagez... Vous savez, l'important aussi, c'est de connaître ses droits. Et comme je l'ai dit précédemment, l'institution, elle est bien faite. Il y a toutes les aides, il y a tout ce qui est faux pour. Ce sont les gens qui arment cette institution, qui ont des travers. Où mon frère d'armes et bien d'autres se trouvent dans des difficultés. Très récemment, sur les médias, il y en a un autre qui en a parlé. Effectivement, si on doit faire un comparatif avec certains pays où un soldat est respecté à sa juste mesure, pas élevé au-delà qu'on ne le souhaiterait, juste la bonne reconnaissance. Juste ça. C'est quoi la juste reconnaissance? La juste reconnaissance. C'est quoi? Un soldat passe pour un fou, pour un débile, pour tout ce qu'on veut. Donc c'est une meilleure prise en charge des syndromes post-traumatiques, c'est ça? Le suivi des blessés au sens large. Le paiement effectif des primes? En temps et en lieu, quand il le faut. Une politique plus agressive de l'ONAC, par exemple? Des budgets plus conséquents? Dans ce domaine, oui. En ce domaine, oui. Et je prône aussi pour les ultramarins, effectivement. Hein, j'ai eu ces retours, mais il n'y a pas suffisamment d'ultramarins sur place pour pour faire les choses comme il se devrait. Mais combien d'ultramarins sont conscients que s'ils rentrent au pays, le suivi risque d'être un peu compliqué. Donc forcément, ils restent dans l'Hexagone, jusqu'à ce que ça aille bien et puis qu'ils soient en mesure de rentrer. Parce qu'on a quelque chose à donner, on a des valeurs à véhiculer.
cette résilience. Quand vous sortez, comme par exemple là, aujourd'hui vous êtes à la télé, je vois sur vos poitrails, il y a plein de médailles. Vous êtes fiers de porter ces médailles? Oui, monsieur. Elles ont toute une signification? Oui, monsieur. Racontez-moi l'histoire de ces médailles. Ce serait trop long, monsieur. Non, en résumé, allez, on ne me demande pas. En résumé? Oui, en résumé. Ouais. C'est l'initié, au regard des médailles qu'on arbore, c'est notre carte d'identité. Oui, mais moi je ne vois On aime rien, à je se ne lis reconnaître. rien là, parce que je ne connais aucune histoire de ces médailles, je ne sais pas laquelle représente Kosovo, laquelle... C'est ce que je vous dis, quoi. Donc, Alors, initialement, est-ce que chaque vous théâtre... n'avez pas un rôle à jouer aussi pour aller davantage dans les écoles? Nous le faisons, D'accord. c'est en place. Nous le faisons, effectivement. Bah, vous voyez, ça participe à ce que je disais. Cette reconnaissance, mais c'est de venir vers nous aussi. Demandez-nous, posez-nous des questions. Alors, je ne vous les pose, je recommence. Racontez-moi l'histoire de vos médailles, monsieur Guéridon. Vous savez, je me retourne vers vous parce que vous parlez le moins... Ce sont les reconnaissances. C'est pour vous faire, oui. Racontez-moi un peu ces médailles. La première, vous vous souvenez de la première que vous avez eue? Regardez, oui, j'ai eu en ex-Yougoslavie. D'accord. Parce qu'on était casque bleu, on est passé au temps. Donc on a une médaille pour les casques bleus, une médaille pour l'OTAN. Ok. Et c'est les deux plus basses ou bien... j'ai pas envie d'aborder ce sujet, des précisions, de Vous savez, montrer cette médaille. Comprenez aussi, c'est notre histoire, très clairement. Vous la gardez pour vous. Voilà. Non, ça peut réveiller. Chez mon frère d'armes, il ne va pas s'étaler dessus parce que ça ramène à ces théâtres. Sur le théâtre, oui. D'accord. C'est vraiment notre carte d'identité. C'est notre histoire. Et aussi la reconnaissance institutionnelle. Voilà. Alors, justement, selon vous, qu'est-ce que la France devrait faire pour vous accorder votre juste place dans ce retour à la vie civile? Je pense que nous avons servi sur ces théâtres et autres, mais cette richesse, cette hauteur de vue, cette abnégation que nous avons, si elle est utilisée d'autant plus dans les écoles, pour notre jeunesse, parce que je pense que nos expériences, elles ne sont pas que violentes. Parce que cette institution, vous avez toutes les couches sociales dedans. Donc l'acceptation de l'autre. Vous voyez ? Donc on a énormément de choses à donner. Pas juste retourner dans le civil et puis aller dans son petit coin pour faire son petit emploi et puis s'arrêter à là. Nous avons quelque chose à donner. Même étant blessé. Vous imaginez j'extrapole peut-être. Le gars qui était prêt à agresser la petite mamie en centre-ville, il se trouve face à mon camarade, à mon frère d'armes. Au lieu de l'enfermer tout bêtement dans une geôle, partagez un moment avec lui. Ouais. Échangez avec lui. Vous verrez qu'est-ce que c'est. Il y a des gens, vous savez, vous avez beau leur parler, ils ne comprennent rien. Hein. Dans la durée. Je vous rassure, hein, j'étais un Pierre Garnement. Hein, il a fallu vraiment me serrer les vis quand je suis parti faire mon service. C'était un peu rude encore. Ça fait 2 mois qui je suis aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a en nous utilisant dans ce sens, ça peut être bénéfique aussi à tous. Comme je vous l'ai dit, cet engagement est à vie. Il y a des gens qui s'en sortent indemnes de l'armée, de la guerre, oui. Mais qui aura la prétention, parce que cette blessure, elle est vicieuse, parce qu'il n'y a pas de date de préemption. Ça peut être immédiatement sur le théâtre. 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans après. Vous l'avoir à vie aussi. Ça peut se déclencher. Mais c'est à vie. Pour moi, personnellement, je l'aurais à vie.
Comme je vous ai dit, en 95, ça commence en 95 pour moi, en ex-Yougoslavie. Donc, une fois que j'étais blessé à la tête, j'avais des pertes de mémoire, tout ça. Donc, j'avais un peu honte de dire que je ne me rappelle pas de mon passé, je ne me rappelle pas de telle guerre, je fais une guerre, je fais l'autre, je ne me rappelle plus de l'autre. Et quand vous avez fini le service militaire, mon contrat de 11 ans, ben, tout revient d'un coup. Tous les années reviennent. Tous les secondes. Et vous le cachez à votre fille, la mère de votre fille. Et vous avez cette colère, ils voient que le changement en vous, quand vous partez, quand vous revenez, ou quand vous les appelez en pleurs. Chérie, j'ai perdu un soldat, un frère d'armes. Et malgré tout ça, malgré cette violence, vous continuez à arborer vos médailles? Oui, pour ceux qui sont partis, pour mes frères d'armes morts, oui, par respect. Honneur à nous. Que si on n'a pas cet honneur pour nous-mêmes, c'est pas vous, les civils, qui l'auront pour nous. Donc cet honneur-là, personne ne pourra me l'enlever. J'ai compris que M. Guéridon avait un peu de mal à évoquer, à parler de ses médailles parce que ça le ramenait sur les champs de bataille. Hein? Mais vous, M. Adifelo, bah, très clairement, l'histoire de vos médailles. Bon. Par exemple, tout en haut, c'est quoi? C'est un trèfle? Non, cela c'est l'insigne d'honneur de mon ancien régiment. D'accord. Voilà. Oui, je ne savais pas. Alors, voilà. Votre ancien régiment, c'est? Le 35e régiment d'infanterie. D'accord. Voilà. Cette médaille, qui est appelée la médaille militaire, pour nous, en quelque part, c'est le Graal. D'accord. Quand vous la portez, quand vous l'avez, ça veut dire que lorsqu'on vous l'octroie, ça veut dire que vous avez été un bon soldat, un excellent militaire. Vous faites guerre, enfin, tout, voilà. On reconnaît par cette médaille vos valeurs. Voilà. Et je pense que s'arrêter juste à cette médaille-là est bien. Ça dit tout. Ça dit tout, voilà. Alors, je ne suis pas autre, et je vais le rejoindre. Cette médaille, certes, elle me l'a été octroyée et j'en suis d'autant plus honoré, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient à tous vos frères d'armes. Exactement. À votre famille. À ma famille, à mes frères d'armes, à ceux qui ont participé à faire de moi cette personne que je suis aujourd'hui. J'ai encore à m'améliorer, j'ai encore des choses à faire. Mais pour mon parcours dans cette institution, c'est la reconnaissance de mes pairs. Et ce qui tient votre cravate, ça aussi... c'est juste la réplique de cette médaille. D'accord. Voilà. De la médaille militaire. Que vous n'avez pas envie de parler des autres médailles, de me dire un petit peu, de me raconter. J'aimerais, je comprends, en tout cas, je vous l'ai dit avec sincérité, hein, je vois dans vos yeux une tristesse qui... Donc, ça n'est pas de la tristesse. Rassurez-vous. En tout cas, j'ai l'impression... Mon frère d'armes, bien sûr. Bien sûr. C'est pas de la tristesse, c'est quoi alors? Rien. Je ressens plus rien. C'est le vide? C'est le vide, ouais. Le regard vide, le cœur vide. Je vous rappelle, mon frère est particulièrement blessé. Oui, je sais, j'ai compris. Voilà. Donc il est dans cette démarche je l'espère, de reconstruction. L'ONAC fait quelque chose pour lui bien particulièrement? Bien sûr. Beaucoup même. D'accord. Je suis revenu en Martinique depuis le 22 mai, pardon. 22 mai, je suis revenu en Martinique. Et ce que l'ONAC a fait pour moi... c'est quelque chose de grandiose. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Vous l'avez orienté vers un psychiatre, un psychologue? Comme je vous dis, c'est tomber sur les personnes ayant ces appétences. Donc, après, c'est à la personne aussi. Avec ses douleurs, ses blessures, c'est un relationnel aussi. Parce que, comme vous avez pu le constater, il n'est pas évident d'ouvrir ce portail-là. C'est sûr. Et l'une des grandes difficultés, vous avez commencé une thérapie avec une personne
qui a pu, à qui vous avez donné votre confiance. Vous avez ouvert votre cœur. Voilà. La grande difficulté, c'est de repartir avec quelqu'un d'autre et repartir à zéro. Ça veut dire se remémorer et ressortir toute cette histoire-là. Vous voyez, c'est loin d'être évident. Pour ma part, j'ai peut-être eu cette chance, parce que ma blessure s'est déclarée, j'étais encore dans l'Hexagone, j'ai été pris par l'institution militaire. Donc c'est un peu plus facile, parce que je parle à des gens qui sont de l'institution. Donc c'est plus facile. Aussi souvent, on l'entend, hein, l'ancien qui a fait l'Algérie, il ne parle pas de ces guerres, pourtant on sait qu'il souffre. Mais lorsqu'il rencontre un autre frère d'armes, plus jeune ou de la même génération, là, il discute. C'est cyclique. Il y a combien d'anciens combattants en Martinique? Au bas mot, à peu près 550. Et vous pensez que ce serait difficile pour le gouvernement de mettre en place un spécialiste pour l'écouter, ces 550 personnes? Il y a des pistes qui sont en cours. Il y a des pistes pour essayer d'améliorer cette situation. Et puis, dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour aller plus loin dans la prise en charge? Pour aller plus loin, alors, une application de nos politiques locaux. Vous savez, j'étais loin des détails historiques de notre île, et vous savez, si je dois faire un feedback, combien de Martiniquais savent que la destitution de l'amiral Robert est partie d'une mutinerie qui a eu lieu au fort de Balata? Ce sont des anciens appelés. Il y en a combien qui sont conscients des dissidents? Nous sommes issus de toute cette lignée-là. J'entends des vertes et des pas mûres. Hein. Ne vous engagez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Chacun a ses propres choix. Mais nous avons une richesse historique et nous avons des mémoires vivantes. Qu'est-ce que nous faisons? Vous avez un gars qui est riche d'expérience, tant bien même qu'il ait sa blessure, mais s'il est utilisé à bon escient, il est motivé à bon escient, impliqué par nos politiques eux-mêmes. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose à faire? En grain de diric appelé en sac. Donc si nous sauvions, c'est déjà ça. Voilà notre démarche. Mais par exemple, là, j'ai du mal à comprendre qu'un homme, un Martiniquais, a donné son temps, a donné une partie de sa vie à la nation, et que la nation aujourd'hui lui fait des chichis pour lui donner une prime, quoi. Je ne comprends pas. Attention, il ne faut pas se tromper, que les choses soient très claires. Vous avez la personne qui a fait un parcours complet, d'accord, un peu comme moi. Je n'ai pas eu de difficultés. J'ai œuvré pendant cette vingtaine d'années. J'ai ma pension, ce qu'on appelle une retraite, mais c'est une pension. Voilà. J'ai eu une reconversion au poste où je suis. Maintenant, effectivement, dans ce parcours, si vous n'allez pas jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de la pension, si je ne me trompe, parce que les choses évoluent aussi, jusqu'aux 19 ans et demi, où vous pouvez prétendre à une pension de retraite, oui, mais je comprends, je vous entends, mais quand je sais que, par exemple, qu'un étranger peut avoir une retraite de 1 000 €, un peu plus de 1 000 €, alors pourquoi... Je vous rassure, hein, le militaire, après un long parcours, en fonction du nombre de théâtres qu'il a pu faire, sa pension ne va pas bien au-delà. Mais nous avons aussi ce regard face aux civils, qu'il lui faut partir à 60 et quelques années pour bénéficier d'une retraite, nous avons la chance de partir un peu plus tôt et de pouvoir faire autre chose. Si je prends le cas de mon frère d'armes, il a fait 11 ans. C'est un choix face à ses difficultés personnelles. Il a fait un choix de partir à 11 ans. Effectivement, il devait avoir une prime. Malheureusement, et comme je l'ai dit au risque de me répéter, les gens qui l'encadraient ont été d'une grande ingratitude
de ne Mais pas ça, lui... ça peut se réparer. Rien n'est immuable quand même. Il y a des démarches qui sont en cours pour voir ce qui est possible de faire. En contrepartie, enfin, ça n'est pas une contrepartie, c'est une reconnaissance. Et c'est là, et je tiens à le dire, peu importe les montants astronomiques, financiers... Un euro, ce serait pour lui une victoire. Oui. Donc on peut plus facilement trouver une solution. On peut trouver une solution. Et pourquoi ça traîne? C'est ça que je ne comprends pas. Comment on ne répond pas immédiatement à ces hommes qui ont donné leur temps, nous sommes bien en France, l'administratif. Voilà. D'accord. Je pense que vous me rejoignez là-dessus. Oui, oui. Que ce soit institutionnel ou dans le civil, c'est toujours la même difficulté. C'est des papiers, c'est prouver que, et compagnie. Et bien évidemment, je suis le premier que ça m'horripile de savoir que, effectivement, mon frère d'armes qui a été servi par choix, certes, mais il a servi. Et qu'il faut qu'il continue à se battre. Et que ça traîne dans la durée, bien sûr que ça crée des frustrations. Mais bien sûr. Vous avez combien de guerres à votre actif? De façon très synthétique, 94-2013. Balkans, Moyen-Orient, Afghanistan et autres. D'accord. Donc, on va dire quasiment tous les conflits contemporains. Vous, c'est 4, hein? Oui, monsieur. Qu'est-ce que ces années de guerre vous ont apporté, vous ont permis de changer en vous? Ben moi, déjà, quand je suis entré encore appelé, j'aimais bien recevoir des ordres, en fait, parce que j'étais un garçon assez perturbant quand j'étais petit. Je fais beaucoup de conneries, donc ce que ça a changé ma vie, c'est que ça fait de moi un homme, un vrai homme. Si j'avais pas été blessé en 95, ben, j'aurais peut-être mis mon costard comme mon frère d'armes. C'est pas fini. Oui, je peux essayer de comprendre, vous pouvez m'expliquer cette histoire de costard, parce qu'il peut mettre un costard aussi, non? Bien sûr, c'est une sorte de choix. Oui, c'est une expression. D'accord. Donc, mais vous pouvez mettre un costard avec vos belles médailles. Qu'est-ce que ça vous a changé en vous en tant qu'homme? De la hauteur de vue, je pense une certaine résilience. Et de l'apaisement. C'est contradictoire peut-être. De l'apaisement. Vous voyez, un enfant agité, qu'est-ce qu'on lui fait faire? On lui fait faire un sport de combat. Le pousser au-delà de ses limites pour qu'il comprenne que ta colère ne sert pas à grand-chose. Ben, mon parcours m'a permis peut-être cela. Une grande tolérance aussi, et beaucoup d'amour. Voilà. Vous pensez que mes questions ont permis de faire avancer la cause des anciens combattants de la Martinique? On dira que c'est un premier jet. Un premier jet. Vous êtes un professeur très sévère, mais bon, c'est bien, j'accepte. Monsieur Guéridon, vous avez répondu, vous avez une question que vous auriez aimé que je vous pose, vous avez quelque chose à ajouter? Je me répétais, en fait, c'est que pendant 26 ans, j'ai eu des pertes d'amnésie partielle. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, ma famille s'en rend compte. Notre journée, elle s'efface hier. Hier revient demain, demain vient aujourd'hui. Pendant 26 ans, obligé d'écrire, de se cacher, de mentir. Et pourtant, malgré cette souffrance qu'il affiche, hein, est-ce que vous conseilleriez à un jeune de s'engager dans l'armée? Je ne pourrais pas le faire. L'inverse non plus. Vous ne pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas dire oui. Non. En revanche, si on me pose la question, ce serait à refaire, je le referai, oui. Volontiers. Dans l'heure qui suit. Oui, tout à fait d'accord. Dans l'heure qui suit. Pourquoi cette réponse un peu évasive? Comme je vous l'ai dit, le choix n'est pas anodin. Lorsque vous signez un contrat d'engagement, ce n'est pas juste mettre une petite signature sur une feuille. Vous êtes conscient d'être en mesure de donner votre vie pour vos compatriotes.
Donc, certes, il est énormément d'avantages. Mais comme dans tout, il est les inconvénients. Il est des jeunes que j'ai pu... ça me revient en mémoire, comme ça, là, parce que vous me posez la question. Le petit gars que je rentre d'opération, que je vais faire une incorporation, et quelques mois après, qui part en mission avec moi, 20 ans. Il n'est plus là. Donc, qu'est-ce que je vais dire à un jeune aujourd'hui? Fais-le. Si c'est pour avoir le parcours que j'ai eu, que je pense être un tant soit peu honorifique, oui. Les risques, il faut en être conscient. Il faut être en mesure de l'accepter. Il faut être en mesure d'accepter la blessure de mon frère d'armes. Ou physiquement aussi. Donc, qui je suis pour dire à quelqu'un, est-ce que tu es en mesure de mourir pour la nation? Moi, j'étais prêt. Quand je dis nation, j'entends bien. J'écarte tout aspect politique de cette affaire. Après, il y a une démarche philosophique un peu plus profonde, spirituelle aussi peut-être. Donc, why not? Pourquoi pas? Réfléchissez. Mais je vais peut-être y déroger. Si c'est pour aller braquer le camarade, là, si c'est pour vouloir les affaires des autres, l'appât du gain, apprenez à aller au-delà de vos capacités, servez dignement. Parce que je pense, en ce sens, être peut-être un exemple, parce que j'ai eu quelques dérives aussi dans ma jeunesse. Ce chemin-là, effectivement, les ordres, la rigueur, tout ça, ça vous fait grandir. Ça vous fait devenir quelqu'un, je pense. Monsieur Guéridon, le même discours, vous êtes devenu quelqu'un? Vous avez conscience que vous êtes devenu quelqu'un? Oui. Même avant de mettre les pieds, j'ai l'impression, et à la fin, oui, je suis un homme, oui. Un homme mort, mais un homme toujours. Très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Hein. Merci d'être allé au-delà de vos souffrances personnelles. Merci, parce que ça m'a particulièrement marqué de voir vos larmes. Vous pleurez souvent pour les gens? Depuis 2023, je pleure moins, mais je pleure toujours, et je pleurerai toujours demain et après-demain. Même si le Stade de France, je suis au milieu, je pleurerai. Qui que soit autour de moi, je pleurerai. En tout cas, je vous souhaite de bon courage pour la suite. Merci. Et juste à dire que j'ai écrit mon testament sur Instagram. Donc c'est ancien combattant 972. Et je raconte un peu mon histoire justement sur mon vécu à la guerre, la famille, les conséquences quand un soldat revient de la guerre, la violence entre la famille. Et je raconte un peu, pas tout, le minimum, mais je raconte quand même pour ceux qui veulent s'engager ou ceux qui reviennent de la guerre. Ça s'appelle Ancien combattant 972. Ça mérite d'être écouté, c'est très profond. Oui. Monsieur Hadi Fedilor, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Bon courage aussi à vous pour la suite. Le courage, faut que j'en garde pour aider mes frères d'armes encore. Le mot est dit. Je voudrais quand même rappeler aux téléspectateurs qu'il ne faut jamais oublier que toute guerre finit par où elle aurait dû commencer, la paix. Exactement. Merci. Merci à vous. Bye.